Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Bernard. Donc, atteint du Covid, Emmanuel Macron est parti se confiner à la lanterne pendant 7 jours. On sent la volonté de faire la transparence la plus totale sur la situation sanitaire du président. Est-ce que, selon vous, dans cette période très particulière que nous vivons, c'est une condition absolument capitale ? La vérité, oui, c'est une obligation, mais la transparence absolue, jusqu'à nous parler des écoulements de nez du président, comme on scrutait jadis les selles des rois, je vais vous dire Bernard, je m'en méfie un peu. Je me demande si cela n'entretient pas une forme de dramatisation. De fait, depuis hier matin, on a l'impression d'avoir basculé dans une sorte d'état d'urgence institutionnel. Or, regardons la situation. Emmanuel Macron est touché par le Covid, comme l'ont été 2,4 millions de Français. Souhaitons-lui bien sûr la forme la plus légère et la plus brève possible de ce virus, mais pour l'instant, il est juste astreint à un peu plus de télétravail, là encore comme beaucoup de Français depuis de nombreuses semaines. Donc disons-le clairement, il n'y a pas de vacances du pouvoir. Alors une information claire, oui, mais dramatisation, non. Alors, il y a aussi cette polémique, ça vous a pas échappé, sur les repas à l'Élysée, il y avait 12 personnes autour d'une très grande table mercredi soir, malgré le couvre-feu. Donc, selon vous, est-ce que le président s'est affranchi des règles qu'il impose à tous les Français ? Écoutez, franchement, je trouve cette polémique un peu ridicule. Mais allons au bout. Cette polémique est ridicule dans la mesure aussi où la rigidité aveugle de certaines règles imposées par l'exécutif sont, elles, également absurdes. Oui, ils étaient 12 à table à l'Élysée mercredi soir, 2 fois plus que la jauge autorisée par Jean Castex. Et oui, ils sont repartis après minuit alors qu'on était en plein couvre-feu. Mais la salle des fêtes, elle peut accueillir plusieurs centaines de personnes. Donc il y avait de la distanciation et, on l'imagine, on l'espère en tout cas, de la prudence. Mais cet exemple montre bien qu'il relève du bon sens de tenir compte du cadre global, soit exactement ce que le gouvernement refuse, que ce soit pour les restaurants, les salles de concert ou les dîners familiaux à Noël. Voyez-vous, je trouve déplacé d'aller pointer du doigt les macronistes, mais il serait bon que les macronistes ne pointent pas du doigt les Français en les traitant d'irresponsables. La polémique qu'ils se prennent, ça s'appelle un peu un effet boomerang. Finalement, la leçon de tout ça, c'est que personne n'est à l'abri du Covid. Effectivement. Alors, on peut et on doit prendre toutes les précautions possibles, se montrer prudent, raisonnable, discipliné, tout ce qu'on veut. Et il n'y a pas de raison de penser qu'Emmanuel Macron ne l'a pas été. Mais il faut savoir que le risque zéro n'existe pas, sauf à vivre reclus chacun dans sa cave. Le virus circule et se transmet sans qu'il faille à chaque fois accuser les citoyens que nous sommes d'être pas assez responsables sur le plan sanitaire. Il faut apprendre et accepter de vivre avec le virus. Tiens, je crois justement que c'est un certain Emmanuel Macron qui nous avait dit ça. Mais vous croyez justement, je m'en souviens parfaitement bien. Merci beaucoup Guillaume Tabar. Vous serez là lundi ou pas ? Bien sûr, lundi, oui. Très bien, alors je vous souhaite un bon week-end et à lundi Guillaume. Merci beaucoup. Il est 8h15 exactement, c'est l'heure de notre invité politique Benoît Hamon. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Benoît Hamon qui publie aux éditions des Équateurs « Ce qu'il faut de courage », sous-titré « Plaidoyer pour le revenu universel » dont on va parler dans un instant, Benoît Hamon. D'abord, à propos du président, vous préférez la transparence avec les écoulements de nez de M. Macron ou l'opacité totale de François Mitterrand qui, dès 1981, avait un cancer de la prostate et ne l'a jamais dit ? D'abord, je suis plutôt d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite par Guillaume Tabar. Bon, je souhaite évidemment un prompt rétablissement au président de la République. Écoutez, je pense que la transparence, c'est mieux en démocratie. C'est mieux. En même temps, je pense que le président de la République n'avait pas beaucoup d'autres choix que de faire savoir qu'il avait dîné avec une douzaine de convives à l'Élysée parce que ça se serait su de toute façon. Et ça, c'est mal ? Il y avait 12 personnes sur une table géante et ils sont partis à minuit, donc ils avaient tout faux. Le contraste, c'est entre le fait qu'on infantilise
les Français par moment et que on s'abstient d'appliquer pour soi des règles qu'on voudrait imposer à d'autres parce que les Français seraient indociles, non disciplinés. On connaît ça par cœur. Moi, je vais pas reprocher au gouvernement de travailler jusqu'à minuit quand la situation l'appelle, et notamment en période de crise sanitaire. Donc le débat est pas là. En même temps, l'ordre du jour n'était pas spécialement la crise sanitaire, mais plutôt les préparations des élections régionales, si j'ai bien compris. Ouais. Bon, ça fait partie du fonctionnement des institutions de la République. Donc moi, je n'ai pas spécialement de reproche à faire au président de la République sur le fait de réunir ses amis. Après, quand j'entends le porte-parole du gouvernement nous expliquer qu'il remettait son masque entre deux bouchées de fruits de mer, une huître et deux coques, je sais pas, j'espère qu'ils étaient bons d'ailleurs, mais bon, tout ça me fait un peu rigoler. Je me dis que là, dans ces moments-là, la communication politique est toujours un peu ridicule. Benoît Hamon, le titre de votre livre, il est assez étonnant, donc aux Équateurs, ce qu'il faut de courage. Moi, j'ai envie de rajouter 3 points de suspension. Ce qu'il faut de courage pour défendre le revenu universel, qui est le but du bouquin, qui est encore très massivement perçu comme une prime à l'oisiveté et à la fainéantise. Absolument, c'est un des préjugés les plus solides contre le revenu universel. Et il est plus difficile de déplacer ou de combattre les préjugés que parfois des arguments qui peuvent être des arguments du débat politique sur comment on finance, que remplacerait le revenu universel. Et c'était un des sujets de ce livre. J'ai voulu m'intéresser aux racines de ce préjugé sur le fait qu'on résume le travail à l'emploi, alors qu'on travaille en dehors de l'emploi. Il y a des journées entières où on peut ne pas être à l'emploi, dans un emploi et travailler. Et si je vous posais la question d'ailleurs, avez-vous un travail, vous me répondriez, est-ce que j'ai un emploi? Mais pour autant, est-ce que ça voudrait dire, si vous n'aviez pas d'emploi, que vous n'avez pas de travail et que vous ne travaillez pas? La réponse est évidemment non. C'est très largement admis comme ça. On n'a pas de travail, on n'a pas d'emploi. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai voulu réfléchir à ces représentations du travail. J'ai remonté jusqu'à l'Antiquité, j'ai voulu interroger la responsabilité du christianisme dans la place qu'occupe aujourd'hui le travail dans nos vies, et pour voir de quelle façon on pouvait justement, qui doit être un grand récit émancipateur, c'est-à-dire un récit positif, à partir de valeurs positives, essayer d'imaginer l'émancipation et l'épanouissement des individus par le travail, l'emploi, mais aussi en dehors de l'emploi, et le revenu universel me semble être un des instruments par lesquels justement on peut redécouvrir ou découvrir sans doute pour des individus la possibilité du choix dans la vie, ce choix qui nous échappe pour beaucoup d'entre nous, que nous n'avons plus quand on dépend seulement d'un petit salaire pour vivre. Alors vous y allez fort parce que vous avez une formule qui tape objectivement, vous dites le revenu universel c'est le salaire du bonheur contre le salaire de la peur. Attendez, aujourd'hui, quand on travaille contre un salaire, c'est pas forcément le salaire de la peur. Et demain, vous dites que le revenu universel, ce sera forcément le salaire du bonheur. Alors, évidemment, vous le dites bien, c'est une formule, c'est surtout une invitation à réfléchir. La crise du Covid, elle doit être saisie pour cela, comme une occasion de réfléchir, de nous poser, et de ne pas nous jeter des anathèmes, et de ne pas polémiquer. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est quoi? C'est que, pour beaucoup, l'emploi, c'est le moyen de survivre, c'est le moyen de subsister, c'est le moyen de vivre, mais ce n'est pas forcément le moyen par lequel on s'épanouit et on s'émancipe. Et c'est souvent très perturbant et une souffrance. Ça peut l'être, en tout cas pour beaucoup. Et en général, c'est ceux qui vivent bien dans le travail qui invitent tous les autres à s'éclater dans le travail, quand en réalité, c'est pas forcément le cas tous les jours. Et pourquoi est-ce que le revenu universel peut être le salaire du bonheur? En l'occurrence, s'il complète un salaire, et s'il vient donner à la fois du pouvoir d'achat, donc du pouvoir de vivre, mais surtout une capacité à négocier avec son employeur et à réorienter sa propre vie, c'est qu'il permet une pratique de la liberté. Une pratique de la liberté qui n'est pas le quotidien de beaucoup de Français aujourd'hui, qui vivent sous contraintes évidemment qui sont liées à leur vie, à l'obligation de travailler, évidemment, d'avoir un emploi. Mais ça, moi, je suis pas contre l'emploi, contre le travail, loin de là, au contraire. Je pense que chaque fois qu'on peut contribuer à l'œuvre collective par un emploi dans lequel on s'épanouit, c'est formidable. On y gagne en intelligence. Pour soi et pour la collectivité. Voilà, on coopère et on répond d'autrui, ce qui est la meilleure manière aussi de vivre sa propre humanité. Et donc, mais je pense aujourd'hui que pour beaucoup de Français, ça n'est pas le cas. Et de surcroît, ce que cette crise nous invite à faire, puisqu'elle met un petit peu sur pause nos vies,
nous invite à réfléchir à ce qu'est le rythme des innovations technologiques, à la façon dont aujourd'hui les individus disparaissent de nos vies, nos sociétés se déshumanisent, la manière dont la machine devient omniprésente et la manière dont le travail se métamorphose justement, les emplois, les fameux emplois. Et je crois que c'est le moment. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans son dernier ouvrage, le pape François, Un temps pour changer, consacre presque 4 pages au revenu universel d'existence. Oui, exact. Et pas pour dire il faut simplement, comme l'Église et la doctrine sociale de l'Église le disent depuis maintenant des siècles, qu'il faut que les plus pauvres puissent vivre dignement. Il préconise un revenu universel qui complète un salaire, qui complète une retraite, qui permette à ceux qui n'ont rien du tout évidemment de vivre, et se projette lui-même dans cette société qui est en train d'advenir, mais qu'il serait absurde de nier, de ne pas regarder, c'est-à-dire celle d'un travail qui va se métamorphoser de manière radicale, comme aucune des générations qui nous a précédés ne l'a vécu, sauf peut-être au moment de la révolution industrielle. Ce qui est troublant tout de même, Benoît Hamon, c'est que par exemple la Finlande, qui l'a testé à grande échelle pendant 2 ans, a laissé tomber, que la Suisse, par référendum en 2016, a dit à 77% non, on n'en veut pas, alors que les Suisses ont fait des tas de choses formidables. Donc j'ai pas l'impression que ça accroche quand même. Alors, de plus en plus, ça accroche, en fait. Alors, il y a des petites expériences ici et là, en Alaska, par exemple, etc. Mais enfin, au niveau des États, non. En Allemagne, pour l'instant, non, pas encore au niveau des États. Pourquoi ? Parce que c'est l'équivalent de la création de la sécurité sociale. C'est un changement civilisationnel, un changement de paradigme. Alors, j'aime pas utiliser des superlatifs trop excessifs, mais indiscutablement, si demain, tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui ont 750 € de plus par mois, ils voient bien ce qu'ils en feraient. Automatiquement, qui tombent sur... Mais ils n'auront plus les aides sociales, en contrepartie. Ça dépend lesquelles. L'allocation adulte handicapé, elle peut être justifiée qu'elle soit maintenue puisqu'elle compense un handicap. Oui. Pour ceux qui l'ont, un certain nombre d'aides au logement, on peut imaginer que pour ceux qui sont les plus modestes, elles subsistent, mais indiscutablement, le revenu universel vient en partie remplacer les aides sociales, mais se pose comme la sécurité sociale du 21e siècle. Ce que je veux simplement dire à cette étape, parce que il faudrait de longs échanges, et c'est pas en 10 minutes que je pourrais développer tous les arguments, mais au moment où on fait la sécurité sociale, le 11 c'est le général de Gaulle, c'est les gaullistes, les socialistes, les communistes, et qu'il y a une unité nationale autour du principe de la sécurité sociale. On va pas avoir en 46, 47, 48 l'équivalent de ce que nous avons aujourd'hui. C'est que la sécurité sociale, c'est un long processus, une maturation, un bouclier qui s'est étendu. Le revenu universel, il se mettra en place par tranches, progressivement. Et si aujourd'hui nous ne l'avons pas à l'échelle des États, je pense que nous l'aurons dans la décennie à l'échelle de collectivités beaucoup plus grandes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est intéressant, et ce qui me permet de boucler avec votre première question, c'est que chaque fois qu'une étude a été faite sur la base d'un échantillon vivant à qui on a donné le revenu universel, en plus des études universitaires, cela démontre qu'il n'y a aucune prime à l'inactivité. En fait, posez la question lors du repas de Noël à ceux qui seront autour de la table, 6 maximum, je rappelle. Mais posez la question, lequel d'entre vous arrêterait de travailler s'il avait un revenu universel ? Tout le monde vous répondra, pas moi. Non, je continuerai à bosser. Voilà. Et en fait, on prête toujours à son voisin les vices qu'on ne se prête pas à soi. Et on est toujours persuadé que c'est le tonton un peu fainéant qui lui arrêterait de travailler, ou la cousine un peu réfractaire. Eh ben, en réalité, on continuerait tous à vouloir travailler, mais peut-être le ferait-on différemment. En tout cas, Michel Sapin, à l'époque ministre de l'économie, avait dit pas question, revenu universel, c'est la prime à l'oisiveté totale, no way. Juste une dernière question tout de même. Vous êtes passé par le Parti socialiste à une époque de votre vie politique. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire de Marseille ? Lundi, normalement, Benoît Payan, qui était le premier adjoint socialiste de Madame Rubirola qui vient de démissionner, sera maire de Marseille, sauf coup de théâtre ultime, ce qui est toujours possible à Marseille. Il n'y a pas arnaque quand même là ? Je crois pas qu'il y ait arnaque. Bon, d'abord, moi je connais bien Benoît Payan. C'est un homme de grande qualité. Et il sera, je pense, un très bon maire de Marseille. Il est celui qui a permis le rassemblement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des écologistes et toute la gauche réunie. Donc reconnaissons-lui cela. J'aime beaucoup Michel Rubirola. Elle décide de passer la main pour des raisons personnelles. Moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que elle n'aurait jamais été l'instrument d'une arnaque. C'est pas du tout dans son tempérament. Il n'avait pas dealé en amont de la municipale en disant moi je reste
reste 6 mois et je m'en vais. Moi qui me suis intéressé à cette histoire comme beaucoup d'autres, non, c'est pas ça qui s'est passé. Après, c'est très surprenant. Effectivement, on n'a pas l'habitude de cela. Alors, comme c'est Marseille, on dit, c'est évidemment, on leur prête des sous-entendus. Je pense qu'il n'y en a pas. Et je pense que ça fera un très beau tandem. Et j'étais content que Michel Rubirola soit maire de Marseille. Je suis très heureux que si Benoît Payan est élu, qu'il le soit. En tout cas, c'est un garçon de très très grande qualité. Les Français vont apprendre à le découvrir parce que le maire de Marseille, en général, il est toujours un peu plus que maire de Marseille. Ah bah, il est forcément visible au niveau national parce que c'est la 2e ville de France, c'est forcé. Mais bon, le fait est que c'est une particularité assez étonnante. Et juste encore un dernier mot parce qu'il nous reste 20 secondes. Si Hidalgo y va en 2022, vous votez pour elle ? Moi, je vais vous dire, je voterai pour celle ou celui qui rassemble toute la famille. Parce que la gauche, les écologistes, aucun d'entre eux ne sera au second tour s'ils ne rassemblent pas dès le premier tour toute la famille. Bah, c'est mal parti parce qu'il y a déjà tellement de candidats écologistes, plus Mélenchon qui y va. C'est pour ça que je les invite vraiment à se mettre autour de la table et à ce que cette fois-ci, on regarde les choses sérieusement et qu'on essaye de faire en sorte que la gauche, qui a des choses à dire dans ce pays, les écologistes, puisse proposer un grand récit positif aux Français. Bon, en tout cas, votre récit positif sur le revenu universel, c'est publié aux Équateurs et ça s'appelle « Ce qu'il faut de courage ». Benoît Hamon était l'invité de Radio Classique. Je le remercie. Je vous souhaite un bon Noël. Donc, à 4, vous m'avez dit seulement à 4. Dans un instant, le rappel des titres et puis la revue de presse, il est 8h27.